qui portera sur, eh bien justement, exister entre les USA, la Suisse, l'Europe dans la généralité. On sait qu'il y a des grilles de lecture un peu différentes de chaque côté de l'Atlantique. On a une tendance aujourd'hui du côté un petit peu du vieux continent, eh bien, de vouloir aussi essayer de transposer ce qui se passe aux États-Unis chez nous avec une approche un peu géopolitique qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc c'est pour ça que ce soir, nous sommes ravis bien d'avoir nos trois invités qui vont aborder ce débat avec brio. Mais je n'en dirai pas plus parce que sinon, Enza va me taper sur les doigts. En tous les cas, vous disposez chacun d'entre vous du chat. Salut Thierry, pour pouvoir bien nous faire part de vos questions que nous poserons justement aux intervenants. Hein, je vous rappelle que ces débats d'idées, c'est une idée qui a été initiée à l'origine entre bien justement l'IMSG et le cercle des dirigeants d'entreprise. Pendant cette période Covid qui était un petit peu compliquée, on s'ennuyait de ne pas vous voir et on s'était dit à l'époque, pourquoi ne pas se retrouver sur des webinaires. On avait fait ça dès le début du mois de mars, Enza, et on est arrivé jusqu'à 140, 170 personnes, si mes souvenirs sont même bons. Donc, bien écoutez, je suis content de voir que ce soir, vous n'êtes pas une queue de comète puisqu'on est quand même un certain nombre et c'est toujours réjouissant. Voilà, et comme on dit encore, je vous dirai à presto, hein, et surtout bon débat, et nous sommes tout oui, et je cède maintenant la parole à Enza. Merci à tous. Merci Richard, envoyé spécial de la Corse. Merci Jacques-François, merci Julien. Richard a à peu près tout dit. C'est vrai que cette période particulière nous a forcés de nous réinventer et il était tout naturel de vous proposer de nous réunir par plateforme interposée avec des débats qui, ma foi, n'auraient peut-être pas pu avoir lieu de manière aussi rapide autrement. Vous pouvez d'ailleurs voir tout ce qui a été fait sur les différents sites. Vous aurez tout l'été pour le faire. Alors aujourd'hui, malgré que beaucoup soient déjà en vacances, je ne cite personne, Richard, eh bien, on peut, de l'endroit où on est, évidemment, voir le débat, y participer. Si ce n'est pas le cas parce que l'attrait de la plage est encore trop fort, nous avons promis que ce débat serait enregistré. C'est d'ailleurs déjà le cas maintenant. Et vous pourrez revoir, et d'autres amis pourront également le voir ensuite. Alors, il paraîtrait que… Juste un mot, je ne suis pas en vacances, je suis en reconnaissance de l'ignoble. Complètement différent. C'est une démarche complètement scientifique. Je prends de la distance sur le sujet et c'est une approche épistémologique. Donc, j'aimerais simplement qu'on qu'on soit précis sur cet élément. Je ne suis pas en vacances, je goûte des vins pour que nous puissions un jour les goûter. Cette remarque me semblait tout à fait indispensable. Merci Richard. Voilà. On va revenir à notre débat. Alors, il paraîtrait que le torchon brûle un peu en ce qui concerne les relations économiques entre les États-Unis et l'Europe. C'est là-dessus que portera le regard croisé des experts à qui nous avons demandé d'être présents ce soir. On aura l'occasion de vous les présenter au fur et à mesure des questions. Vous connaissez la formule, je vais leur poser à chacun 2 questions. Ensuite, chacun posera une question aux 2 autres intervenants et ensuite, ce sera vos propres remarques et questions qui seront reprises par Richard. Alors, je t'aime moi non plus, on est un petit peu dans ce genre de situation actuellement. Alors, quand on sait que le partenariat économique entre ces puissances-là représente une masse d'échanges absolument impressionnant, dont aucun des acteurs pourrait en réalité se passer. Alors, pour faire le point, où est-ce qu'on en est en cette période de bouleversement qui ne sont pas dus, et de loin pas, seulement au Covid? Alors, pour commencer, j'aimerais poser les questions à Roberto de Primis. Alors, Roberto, peut-être 30 secondes pour te présenter toi après, mais tu es politologue, spécialiste des États-Unis. Bien des fois, la RTS demande ton avis. On a eu l'occasion de t'écouter à plusieurs reprises. C'est toujours très pertinent, fort intéressant. Et CEO d'une entreprise que tu as créée, Euro Intelligence. Peut-être juste un mot sur ce que tu fais exactement.
Donc, c'est un cabinet spécialisé en risque géopolitique et risk management. Je protège en fait les intérêts d'entreprises privées qui sont exposées à l'international face justement à ces risques internationaux qui deviennent de plus en plus nombreux. Je fonctionne sous une forme de compagnie d'assurance ou de police d'assurance pour eux. Merci beaucoup. Alors, en première question, euh, quel est aujourd'hui, en fait, selon l'œil expert qui est le tien, quel est l'état des lieux actuel des États-Unis au niveau économique et social? Qu'en dire? Alors, je vais commencer par la partie plutôt sociale. On est dans une période clé au niveau des États-Unis parce que le pays est profondément divisé. Nous sommes le 6 juillet, et bien le 4 juillet, c'était la fête nationale américaine et on se retrouve avec un pays qui est profondément triste, une Amérique très triste, divisée. Il y a eu très peu de feux d'artifice, des plages vides et on se rend compte qu'en pleine crise sanitaire, le pays vit aussi une profonde crise raciale. On l'a vu avec l'assassinat de George Floyd et le mouvement de Black Lives Matter. Donc les États-Unis se retrouvent avec une crise sanitaire, une crise économique, une crise aussi politique. Face à nous, pour rajouter à toute cette incertitude, on est en pleine campagne électorale parce qu'un scrutin présidentiel arrive le 3 novembre avec deux candidats, Donald Trump d'un côté et Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, de l'autre côté. Donc jusqu'au 3 novembre, le jour de ces élections présidentielles, on risque d'avoir beaucoup de moments d'incertitude, qu'ils soient au niveau social, au niveau politique, au niveau économique et même au niveau financier. Alors, vous me demandiez aussi quelle est la situation sur le plan économique. Eh bien, bon, avouons-le, la situation est critique. Bien que l'économie de la finance et des marchés va bien, l'économie réelle, quant à elle, est assez en souffrance. Donc le chômage est monté très très haut, grimpé en flèche. L'endettement du pays, malheureusement, est exponentiel. Donc le ratio qu'on peut avoir entre la dette et le PIB national américain a explosé ces dernières années. Et on se demande même comment prochainement les États-Unis vont être capables de pouvoir financer des projets d'envergure, notamment au niveau des infrastructures. Et puis quand on regarde au niveau de la microéconomie, donc je pense par exemple aux petites et moyennes entreprises, qui est quand même un tissu fondamental aux États-Unis, et bien là on a eu des faillites en cascade. Ce ne sont pas que des Hertz ou des grandes entreprises, par exemple comme Hertz, celle que je viens de citer, qui sont tombées en faillite, mais il y en a énormément de petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis qui sont en grande difficulté et qui l'étaient déjà en fait avant la crise sanitaire de la Covid-19. Maintenant, il faudra voir s'il y a un gros reconfinement. Observons ce qui se passe au Texas, observons ce qui se passe aussi dans certains États comme la Californie, où s'il y a un ralentissement économique à nouveau, des secteurs comme le secteur aérien, le secteur des jeux, des vacances et toutes les industries connexes ou même les concerts pourraient s'écrouler parce qu'ils sont déjà un genou à terre. On oublie aussi de dire une chose fondamentale selon moi, c'était qu'avant la crise, en fait, des États et des collectivités locales américaines étaient déjà hautement endettés. Donc, elles étaient en faillite virtuelle. Allez savoir ce qui pourrait se passer dans 3 à 4 mois. Donc, en fait, le futur proche en fait, des États-Unis va grandement dépendre de cette élection présidentielle qui arrive le 3 novembre, mais surtout aussi de la gestion de la crise de la Covid-19 jusque-là. Alors, en partie, vous avez répondu à ma deuxième question, hein, comment ça impacte l'économie. Merci beaucoup. Alors, quelle est la porte de sortie? Que faut-il en espérer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Mais rien que pour les États-Unis, parce que les États-Unis doivent toujours quand même regarder le commerce international est fondamental. Donc les États-Unis doivent quand même regarder à leur plus proche partenaire pour s'en sortir. Et le plus proche partenaire, ça reste quand même l'Union européenne, un partenaire qui défend et qui partage des valeurs fondamentales et communes de liberté et de démocratie. Mais jusqu'ici, à Washington, la vision qu'on peut avoir de Bruxelles et de l'Union européenne est malheureusement une vision de voir une sorte de rival, bien plus que un partenaire oui, un partenaire, je dirais. Donc là, ça devient de plus en plus problématique et de se rendre compte aussi qu'à Bruxelles, les idées deviennent de plus en plus claires. Il y a une stratégie alors que les Américains manquent de stratégie avec l'actuelle administration à Washington. Donc je commence à devenir de plus en plus préoccupé par rapport à ce qui se passe à Washington sur le moyen et sur le long terme, avec sa capacité à rebondir, même si on le sait, la nation américaine, et c'est dans l'ADN des citoyens américains, c'est la résilience, la capacité à pouvoir rebondir, à
s'en sortir de toute crise. On l'a vu dans les années 30, on l'a vu en 2008-2009, on le verra encore maintenant, sauf que cette fois-ci, peut-être en reprenant l'histoire, on se rend compte que les États-Unis ont déjà vécu une crise sanitaire en 1918 avec la grippe espagnole, les années 30 avec la Grande Dépression, les crises raciales dans les années 60, mais cette fois-ci, tout en même temps. Donc, en 2020, ils vivent les trois en même temps. Donc, s'il y a résilience des États-Unis, que ce soit sur le plan économique, social et politique, cela prendra beaucoup, beaucoup plus de temps. Et même sur le partenariat entre les États-Unis et l'Europe, je crains que quel que soit le président après le 3 novembre, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit progressiste ou plutôt libéral, et donc dans le camp républicain proche de Donald Trump, on risque d'avoir des positions assez similaires à celles que nous avons déjà à l'heure actuelle à Washington. Merci beaucoup, Roberto. Merci à vous. Merci. Chloé Maurice, on va y revenir. Chloé Maurice, alors vous êtes chargée des questions de commerce auprès de la Chambre de commerce américaine. Auprès de l'Union européenne, oui. Voilà, auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. Peut-être un mot sur votre travail? Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Donc, en effet, je m'appelle Chloé Maurice. Je travaille pour la Chambre de commerce américaine auprès de l'Union européenne, qu'on appelle communément AmCham EU. Donc, ça va être le terme le plus simple pour cette soirée. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, Madame Testa, et le Cercle des dirigeants, et Monsieur de Prémis, pour votre aimable invitation ce soir. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous cet après-midi. AmCham EU, en 2-3 mots, représente plus de 155 entreprises de filiation américaine issues d'un large éventail de secteurs engagés et investis en Europe. Certaines de ces entreprises sont sur le territoire européen depuis plus de 100 ans à peu près. Pour les Américains d'entre vous, vous pourriez penser que nous sommes la Chamber of Commerce, the US Chamber of Commerce. Nous ne le sommes pas. Nous représentons spécifiquement les entreprises américaines investies en Europe, alors que la US Chamber of Commerce, elle est basée à Washington et représente les entreprises américaines aux États-Unis. Voilà, pour la petite différenciation. Merci beaucoup. Alors, peut-être, les États-Unis, Roberto l'a dit tout à l'heure ou l'a redit, partenaire économique important, si ce n'est pas le plus imposant pour l'Europe. Avec quelques chiffres, peut-être nous donner un peu l'évolution de ces dernières années. Est-ce ascendant, est-ce descendant? Où en est-on? Absolument. Donc, en effet, les États-Unis sont le partenaire commercial le plus important de l'Union européenne. Les États-Unis et l'Union européenne ont des relations à la fois commerciales et d'investissement bilatérales les plus importantes et bénéficient des relations économiques les plus intégrées au monde. Juste pour vous donner 2-3 chiffres, les investissements de l'Union européenne aux États-Unis représentent environ 8 fois le montant des investissements que l'Union européenne fait en Inde et en Chine combinés. À l'inverse, voilà, 8 fois, oui. À l'inverse, l'investissement total des États-Unis dans l'Union européenne est 3 fois plus élevé que l'investissement des États-Unis dans toute l'Asie. C'est une relation absolument colossale. De plus, il est aussi important de souligner que la relation transatlantique définit également la forme de l'économie mondiale dans son ensemble, car à la fois l'Union européenne et les États-Unis sont le plus grand partenaire à la fois commercial et d'investissement de presque tous les autres pays de l'économie mondiale. Cependant, évidemment, comme on le sait, la relation transatlantique ces dernières années a souvent été évoquée en termes d'échanges et généralement au niveau du commerce de marchandises, et cela de manière négative. Cependant, cela simplifie grandement et sous-estime gravement l'importance de cette relation. En effet, c'est plus précisément l'investissement mutuel entre les États-Unis et l'Europe qui éclipse les échanges commerciaux de marchandises et qui constitue le véritable pilier, la véritable fondation de cette économie transatlantique. Donc nous avons, à AmCham EU, nous commandons une étude annuelle qui s'appelle The Transatlantic Economy Study et dans laquelle on examine l'importance de l'économie transatlantique. Et nous regardons différents paramètres alternatifs pour pouvoir vraiment avoir la vue globale en fait, de cette économie. Je vais vous citer 2-3 termes. On regarde par exemple les bénéfices des filiales étrangères, les emplois affiliés, la recherche et le développement des filiales étrangères, les services transatlantiques, etc. Et en se plongeant dans tous ces différents paramètres, on se rend compte que l'image de la relation économique elle devient beaucoup plus complète et beaucoup plus positive de la façon dont elle est très souvent présentée.
Donc, l'étude affirme notamment l'importance des sociétés étrangères et américaines affiliées opérant sur tout le territoire transatlantique. Et nous, on les appelle nos vrais foot soldiers, donc nos vrais fantassins du partenariat transatlantique. Pour vous donner encore 2-3 chiffres avant que je m'arrête, cette relation commerciale, les États-Unis et l'Europe ensemble, c'est 16 millions d'emplois directs des deux côtés de l'Atlantique. Cependant, je dois juste vous donner une petite précision, ce chiffre exclut tous les emplois indirects soutenus de cette relation commerciale. Les États-Unis et l'Europe, c'est 50% de la consommation personnelle globale, c'est 5,6 milliards de dollars en vente commerciale chaque année, et c'est un tiers du PIB mondial en termes de pouvoir d'achat. Merci Chloé. Alors, en entendant tout ça, on se dit que finalement, on devrait être toujours au beau fixe dans nos relations, on devrait se faire des ronds de jambes, des courbettes. Et pourtant, s'il y a des tensions souvent dues à des menaces de taxation supplémentaires, hein, on se souvient l'an passé des voitures qui ont eu quelques soucis. Alors, on est en cours de négociation afin de trouver des accords. Aujourd'hui, on en est où au sujet de ces accords nouveaux à trouver? Voilà, donc, comme je viens de le souligner, la relation déjà de base entre les États-Unis et l'Europe est de base extrêmement proche. Ce sont deux partenaires internationaux qui partagent les mêmes idées, qui ont une histoire commune, qui ont des traditions communes, qui sont ancrés dans une philosophie du commerce commune. La proximité de la relation s'est accrue malgré l'absence d'un accord de libre-échange bilatéral et les tarifs douaniers moyens entre les deux partenaires sont de 3%, ce qui est extrêmement bas. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a pas de solution facile. Il n'y a plus de solution facile qui existe entre les États-Unis et l'Union européenne. Et tous les éléments qui font encore débat entre les deux blocs, ce sont ceux où il y a une vraie différence, soit de méthode, soit de philosophie, d'approche de la manière de réguler le commerce. Toutefois, ça ne devrait pas nous empêcher de continuer à dialoguer et à trouver des moyens de continuer à rapprocher les deux économies. Donc, comment faire pour rapprocher les deux économies? La clé se situe véritablement dans la lutte contre les barrières non tarifaires. Celle-ci consiste principalement en des procédures douanières et derrière des restrictions réglementaires où il faudrait trouver un moyen de les harmoniser. Ces barrières non tarifaires, elles proviennent, comme je vous le disais, de systèmes réglementaires divergents, notamment de la définition de normes, mais aussi de mesures non tarifaires liées à certains aspects de sécurité ou de protection des consommateurs. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'histoire des négociations commerciales entre les deux pays, où en sommes-nous? À la suite de l'échec des négociations du TTIP, donc le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement en 2016, les relations commerciales ont été entravées par de nombreuses discussions négatives sur l'accroissement de certains tarifs ou de guerres commerciales. Et nous, on pense évidemment à l'acier et l'aluminium qui ont été mises en place en 2018, il me semble, ou 2017, si je ne me trompe pas. Malgré une tentative de désescalade des tensions en 2018, lorsque les présidents Trump et Juncker se sont rencontrés pour discuter une feuille de route commune, l'Union européenne a continué à se méfier d'éventuels tarifs sur les automobiles et les parties d'automobiles dont vous mentionniez tout à l'heure. Et depuis, on est un peu au beau fixe, en fait. Alors, entre-temps, il y a eu un changement de présidence au niveau de la Commission européenne. Donc, nous avons une nouvelle commission et un nouveau commissaire au commerce, Phil Hogan. Et depuis l'arrivée de M. Hogan à ce poste, l'Union européenne essaye d'être de plus confiance pour pouvoir réinitialiser les discussions commerciales. Donc, il y a eu une rencontre entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Donald Trump à Davos en janvier, qui a beaucoup fait parler d'elle. Et depuis, il y a beaucoup d'espoir pour qu'une éventuelle négociation aboutisse. Cependant, on n'est pas encore certain où les négociations en sont, car les deux parties n'ont rien révélé de là où elles en sont. Elles gardent leur carte très, très proche d'elles. Et malgré le fait que nous bénéficions d'excellentes relations avec les deux, aucun n'ont pipé mot depuis le début. Donc, même nous, qui avons généralement un accès un peu plus privilégié à ce type d'informations, nous n'en savons rien non plus. Il est clair qu'il existe encore des irritants persistants dans la relation transatlantique qu'il faudra résoudre. Cependant, pour vous laisser avec une note un peu plus positive quand même,
compte tenu du volume d'échanges aussi élevé entre les deux partenaires dont je vous mentionnais tout à l'heure, il est juste inévitable que l'Union européenne et les États-Unis rencontrent en effet un certain nombre de différends commerciaux qui sont traités notamment par le mécanisme des règlements différents à l'OMC. Et bien qu'ils aient tendance à faire la une des journaux, ces différends n'affectent actuellement qu'environ 2% du commerce entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est pourquoi, M. Miu, nous insistons toujours grandement sur le fait que la coopération entre les deux blocs restera toujours mutuellement bénéfique et nous espérons pouvoir avoir un accord signé d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Chloé, de ce panorama rassurant quand même quelque part. Alors, Ed Schneider, il est intéressant que vous participiez à ce débat. D'abord, vous êtes en Suisse, donc on va un peu revenir sur ce qui se passe aussi en Helvétie. Vous êtes président de l'American Club de Genève. Vous venez d'adresser vos vœux à vos membres à l'occasion avant-hier de la fête nationale américaine. Et c'est un très joli discours que j'ai lu. Et vous dites votre reconnaissance à des pays comme les États-Unis et la Suisse d'être, je vous cite, des havres de paix, de liberté et de permettre la recherche du bonheur. Alors, en ces temps de forte remise en question mondiale, merci d'expliquer ce positif constat. Well, premier bonjour à tous. Je suis très content pour venir ici et participer dans ce débat. Je reste positif parce que pour moi, si la démocratie continue à marcher très bien, l'évolution continue. Et moi, j'ai une perspective très long terme et je donne un exemple. Au fin du 19e siècle, aux États-Unis, il y a un fossé plus vaste qu'aujourd'hui entre les ultra-riches et les pauvres. Il y a les riches et comme les monopolistes comme JP Morgan et les monopoles de pétrole qui attrapent toutes les richesses. Il n'y a presque rien qui reste pour les nouveaux immigrants ou les ex-esclaves qui sont libérés. Mais qu'est-ce qui se passe après? Au début du XXe siècle, avec le président Teddy Roosevelt, il y a la condition des droits de l'ouvrier, il a amélioré beaucoup. Les monopoles, ils sont dissous complètement. Et en fait, la qualité de vie de tout le monde montait. Moi, je crois que l'histoire se répète. Et quand je regarde aujourd'hui, il y a des problèmes aux États-Unis, ça c'est évident, mais je crois que c'est temporal. Et dans les années qui arrivent, je reste positif que la démocratie marche, les peuples, ils votent et l'évolution continue. Et ça, c'est mon attitude. Voilà. Merci beaucoup, Ed. Alors vous-même, vous êtes entrepreneur, vous êtes américain, vous avez choisi de vous établir en Suisse. Ça fait 25 ans que vous êtes dans le domaine financier. Qu'est-ce que vous pouvez observer de changements, positifs ou négatifs, en 25 ans dans votre métier entre la Suisse et les États-Unis, entre les États-Unis et la Suisse? Okay. J'ai marqué deux choses. Le premier, c'est plus général, le total de trade bilatéral entre les Suisses et les États-Unis. Ils ont monté beaucoup. En 1994, le chiffre, c'est moins qu'1 milliard de dollars. Non, pardon, c'est c'est 12 milliards de dollars. L'année passée, le niveau de total de trade bilatéral entre la Suisse et les États-Unis sont 63 milliards de dollars. Ils sont montés plus que 5 fois. En général, je crois, le commerce entre la Suisse et les États-Unis, ils marchent très, très bien. Dans mon domaine, moi, je suis le fondateur d'un fonds de capital risque. J'ai investi dans le domaine de technologie, investissement. Aussi, le niveau d'échange entre les deux pays, c'est fantastique. L'investissement des Américains dans
les startups ici en Suisse, ils sont montés beaucoup. Et au contraire, aux États-Unis, surtout dans le domaine de biotechnologie, il y a des grandes sociétés en Suisse qui ont investi beaucoup aux États-Unis. Et je crois que le niveau d'échange, ça marche très, très bien entre les deux pays. Voilà. Merci beaucoup et merci de faire cet effort de parler en français. Oui, je sais. Merci. Pardon pour l'accent, mais je fais le mieux que possible. Magnifique. Merci. Alors, nous voici à la fin de ce premier tour de table. On va partir sur vos questions. Alors, Roberto, une question à Chloé. OK. Ma question déjà va être liée à tout ce qui touche au risque. J'ai entendu souvent revenir d'ailleurs dans les échanges jusqu'ici, enfin dans les prises de parole, la parole pessimiste, optimiste, et je crains avoir dressé un bilan ou une idée, une vision un peu des États-Unis qui est assez sombre, mais malheureusement, travailler dans tout ce qui est l'analyse de risque et la protection des intérêts privés, c'est la situation et malheureusement, on y fait face. Et il y a une absence de cadre, en tous les cas, d'un grand traité. On a entendu Chloé Meurice de l'AmCham parler du TTIP, donc c'est ce grand partenariat transatlantique pour tout ce qui est investissement et échange économique. Ce traité-là qui aurait pu être signé est tombé à l'eau, il a définitivement été abandonné. Il y a beaucoup de points de friction sur les deux rives de l'Atlantique, entre Bruxelles et Washington, et je me demande si on n'est pas en fait à l'aube d'un conflit, après toutes les tensions qu'il y a pu y avoir entre la Chine et les États-Unis, et elles existent encore, et si justement le front du conflit commercial ne va pas s'orienter plutôt vers le grand pont transatlantique, donc c'est-à-dire entre Bruxelles et Washington. Quel est son ressenti à ce propos-là, surtout qu'il y a quelques jours, en fait, à l'OCDE à Paris, la délégation américaine est partie, en fait, à quitter les négociations qui négociaient justement sur tout ce qui touche, à une taxe pour les entreprises des technologiques et du digital. Donc, ça aurait été beaucoup les entreprises américaines qui ont été touchées négativement par cette taxe-là. Donc, je me pose la question si ce n'est pas un début de conflits, de tensions commerciales entre les deux rives de l'Atlantique. Et je laisse cette question fort ouverte et fort large à Chloé Meurice. Alors, c'était exceptionnel parce qu'il faut des questions plus courtes et des réponses plus courtes. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Merci Roberto, parce que c'était aussi très intéressant. Chloé, merci. Donc, question facile pour commencer, c'est ça? Oui, absolument. Alors, oui, vous avez raison, il y a une forte augmentation des tensions. Bruxelles a, depuis le début du mandat Trump, a eu l'impression en tout cas de faire le maximum pour pouvoir essayer de faire en sorte que les deux parties aient le meilleur des discours possibles ensemble et le meilleur des actions possibles ensemble. Et c'est vrai que là, depuis le début de l'année, le fait que le changement de la commission n'ait pas vraiment abouti à quelque chose de concret dans la relation, il y a vraiment un vrai refroidissement de cet enthousiasme, en tout cas à Bruxelles, malgré le fait que, il me semble qu'il y a 2-3 semaines de cela, le secrétaire aux États, Mike Pompeo, a annoncé avec son homologue Joseph Borrell, le fait qu'ils allaient engager un dialogue justement des États-Unis et de l'Europe vis-à-vis des questions de la Chine. Dans tous les cas, le point de vue, en tout cas depuis Bruxelles, est vraiment que l'Union européenne est passée après toutes les questions chinoises, en tout cas pour les États-Unis, que l'Union européenne était souvent deuxième ou n'était jamais, en tout cas, le premier bloc que les États-Unis auquel faisait référence. Après, concernant l'OCDE dont vous avez mentionné, oui, les États-Unis ont quitté, non pas toutes les négociations, mais une partie des négociations. Il y a des négociations sur 2 piliers, ils en ont quitté une, mais pas l'autre. Cependant, ça reste un peu inquiétant, cette dérive unilatérale de la part des États-Unis, alors que l'Union européenne est vraiment fortement ancrée dans une notion multilatérale. Et c'est vrai que nous pouvons, question de risque, nous penser que une guerre commerciale arrive entre les deux. Maintenant, je pense qu'à Bruxelles, c'est vraiment la dernière des choses à laquelle ils voudraient faire, qui dans tous les cas attendront
de voir ce qui va se passer lors de ces élections le 3 novembre, pour voir si le partenaire américain sera le même ou changera. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un vrai découragement. Je pense que Bruxelles vient de se rendre compte que pas grand-chose pourra arriver avec cette administration, et ils s'en sont rendus un peu sur le tard, on va dire, des 4 années du mandat Trump. Merci Chloé. Roberto, une question plus courte à Ed Schneider. Peut-être une question par rapport à son ressenti personnel sur la situation qu'il connaît lui aux États-Unis, parce que malheureusement, je n'ai pas pu me rendre aux États-Unis ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment vivent ses amis dans le business, dans les hedge funds ou même dans la finance aux États-Unis? Quel est son ressenti sur le terrain? Bon, j'ai visité les États-Unis en janvier, à New York et Seattle, et après en mars en Floride. Et chaque région sont complètement différentes. Dans l'ouest, aux États-Unis, Californie, Washington, Oregon, il y a des commerces et les technologies, c'est assez vif. Il y a beaucoup de technologies à Silicon Valley qui continuent à grandir, le nouveau logiciel, le nouveau social media, des sociétés comme Facebook ou Google, Palo Alto, Silicon Valley, il marche très très bien, il continue à marcher très bien. Et dans la bourse, l'action d'Apple et les autres, ils montent beaucoup, DocuSign, etc., etc. New York, j'ai la famille tout près de New York, là-bas c'est plus difficile. Maintenant, je parle avec ma famille, le Covid, surtout en Floride, c'est une catastrophe maintenant. Il y a le Covid, ils sont dispersés partout. Et ça, vraiment, le commerce avec le Covid partout, c'est très, très difficile. Et je crois, surtout en Floride et aussi dans la région de New York, c'est plus difficile. Et aussi en finance, oui, la bourse monte très bien, mais à part de la finance, il y a beaucoup de chômage. Vous avez la statistique, et je crois que la statistique, c'est trop bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la statistique. Mais avec la statistique, c'est toujours plus que 10%, et avant, c'était 3 ou 4%. So, c'est très difficile dans le côte Est que le côte Ouest. Merci beaucoup, Ed. Chloé, la question à Roberto. Oui, on parlait de risque aussi, Roberto. Vous avez mentionné un risque identitaire, un risque économique, un risque social. Et moi, je voudrais parler d'un potentiel risque politique. Avec ces élections, nous avons vu qu'à cause de la pandémie, il y aura beaucoup plus de personnes qui voteront par poste. Et je voulais savoir quel serait l'impact justement de ce vote par poste sur le résultat, notamment si un résultat est proche et risque d'être contesté. Alors, je vous promets d'avoir posé des questions très longues. Je ferai des réponses très courtes. Merci, Chloé. Donc, la tendance à l'heure actuelle est vraiment de vouloir, parce qu'on ne sait pas du tout comment le scrutin va se passer, on ne sait pas du tout cet été, par exemple, les conventions républicaines et démocrates, on ne sait pas si elles seront présentielles ou alors vraiment virtuelles, c'est une grande question. Le candidat démocrate Joe Biden le fait depuis le sous-sol dans sa maison au Delaware derrière sa webcam, comme nous sommes en train de le faire là pour le moment. Beaucoup d'États désirent faire un vote par correspondance. Durant les dernières élections présidentielles, l'occasion était donnée d'ailleurs dans beaucoup d'États américains de pouvoir voter à l'avance. Et je ne rappellerai jamais assez une chose qui est fondamentale et que nous, on doit comprendre de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est qu'aux États-Unis, le vote n'est pas obligatoire. Donc, il faut arriver à faire sortir les gens pour arriver à faire voter, notamment pour le candidat soit républicain, soit démocrate. Donc, ça va être très difficile. Il y a une forte volonté dans le camp démocrate de pouvoir faire voter à l'avance et surtout à distance, peut-être par voie électronique, mais alors là, on repartira
partirait peut-être dans une tendance, enfin peut-être précaire au niveau du risque et de l'intégrité digitale des États-Unis, notamment pour les risques cyber, la cybersécurité. Donc on ne sait pas encore si ce serait en format papier ou alors via le web, mais là il faudrait des infrastructures, il faudrait de l'argent et beaucoup d'États américains ils sont encore loin. Donc je crois que ce sera plutôt par la poste. La Californie le veut l'imposer et ça crée déjà des tensions entre le président et le gouverneur de la Californie. Merci beaucoup. Chloé, la question à Ed. Oui, Ed, vous avez dit, c'est vrai qu'encore une fois, comme l'a rappelé Roberto, les États-Unis vivent de différentes crises en ce moment. Moi, je veux savoir d'un point de vue entreprise, comment votre entreprise a-t-elle réagi aux différents mouvements sociaux, la pandémie économique, etc., concrètement sur le terrain? En fait, pour moi, pas beaucoup a changé parce que moi, je suis dans l'investissement. Et heureusement, merci à la Fed, le bourse et le marché montent très bien et ils ont garanti un niveau de taux d'intérêt de 0 jusqu'à la fin de 2022. So, avec ça et comment vous dites, le milliard de dollars qui sont subsidiés dans le marché, pour moi, tout marche très bien. En mars, il y a une opportunité pour acheter des actions et aussi, j'ai investi dans mes sociétés privées parce que mon fonds investit dans les sociétés cotées, dans le domaine de technologie et aussi dans le venture capital startups aussi. Et en avril, j'ai investi une grande somme dans une société privée à Seattle, un deuxième investissement. Et je continue, je suis dans le conseil d'administration de cette société et on continue. C'est vrai que pour cette société, il y a, surtout en Seattle, il y a de COVID qui était très, très fort. So, il doit travailler à la maison, pas dans le bureau, il a l'adaptation. Mais on peut dire pour les startups qui sont assez doués, ils ont trouvé la façon pour travailler avec l'efficacité. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, Ed, la question à Roberto. Well, moi, en fait, j'échange de questions. Roberto, ma question, j'essaie à dire, qui va gagner l'élection le 3 novembre? Et si c'était Trump, comment sera le prochain 4 ans? Et si c'était Biden, comment sera le prochain 4 ans? Vous imaginez, si j'avais la réponse concrète à ça, la fortune que j'aurais à l'heure actuelle pour pouvoir conseiller des entreprises et des multinationales. Je fais bref. Je me souviens avoir été sur un plateau TV début mars. Je parle bien début mars, alors que nous ne sommes pas loin, là, nous sommes début juillet. Et à l'époque, je donnais vraiment de grandes chances à Donald Trump de pouvoir être élu. À l'heure actuelle, je ne pense pas du tout au sondage et le Brexit et la première élection de Trump nous a démontré que les sondages peuvent être vraiment manipulés ou en tous les cas pernicieux. Donc, je pense très sincèrement que les deux candidats ont toutes leurs chances jusqu'ici. Malheureusement, Donald Trump est en train de se tirer une balle dans le pied parce que sa bonne gestion de la crise aurait pu lui permettre une réélection beaucoup plus facile parce qu'il avait la Fed avec lui qui pouvait justement réinjecter et donc réinjecter de l'argent, justement, vous venez de le dire, dans l'économie financière et de facto dans l'économie réelle. Ma grande préoccupation, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un président absent et erratique, mais d'un autre côté, n'oubliez pas une chose, 2 points. 1, je viens de le dire, pas d'obligation d'aller voter aux États-Unis, donc il faut voir si les Américains dans le camp démocrate iront voter. 2, le démocrate qui gagnera sera celui qui sera capable de refaire la coalition Obama de 2008. Et pour ça, il faut arriver à avoir les jeunes qui ont voté Bernie Sanders, l'autre candidat démocrate. Ce ne sera pas facile. Donc, le candidat Biden dans le camp démocrate va devoir arriver à fédérer tout son camp pour les faire sortir et aller voter début novembre, donc le 3 novembre 2020. De ce côté-là, j'ai encore de nombreux doutes. Donc,
ne tuons pas trop vite l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Quant à voir ce qui va changer s'il y a un candidat ou l'autre, je peux vous assurer qu'à Beijing, ils seraient très contents de pouvoir revoter Donald Trump parce qu'il est beaucoup plus facile de gérer une présidence Trump que de gérer une présidence Biden. Une présidence Biden va très certainement venir nettoyer et réorganiser toutes les crises en fait qui ont été faites et produites par l'actuelle administration, un peu comme Barack Obama avait fait pendant de très nombreuses années, juste après l'ère Bush. Il avait un peu réorganisé la politique étrangère américaine qui était devenue hautement problématique avec un ensemble de partenaires. Maintenant, si l'administration reste telle qu'elle, et là c'était un peu mon approche analyse de risque et donc un peu pessimiste, je crains en fait que le dialogue soit de plus en plus difficile entre, non pas uniquement Bruxelles et Washington, mais entre Beijing et Washington et entre d'autres pays, et qu'on ait des fronts communs, peut-être avec Bolsonaro et d'autres populistes, si vous me permettez l'expression, et Washington. Et là, ça deviendra préoccupant parce que on a entendu des chiffres du partenariat commercial et financier qu'il peut y avoir entre Bruxelles et Washington. On ne peut pas faire à moins de ce partenariat-là. Donc, on a besoin de ce dialogue. Et si l'administration reste en place, l'actuelle administration, et donc si Donald Trump est réélu, il va falloir d'une manière ou d'une autre trouver une forme de dialogue. Je ne connais pas encore cette forme-là, mais il faudra qu'elle existe. Merci beaucoup, Roberto. Ed, la question à Chloé. Okay. Bonjour Chloé. Moi, j'ai posé des questions que j'ai planifiées pour Roberto pour vous. D'accord. Comment ferez-vous progresser les relations commerciales et politiques de l'Occident avec la Chine? Petite question aussi. Comment ferions-nous progresser les relations commerciales avec la Chine? Déjà, premièrement, les relations commerciales entre notamment Washington et la Chine de manière bilatérale et l'Union européenne et la Chine aussi de manière bilatérale existent et là est ancrée et est active. Elle est active des deux côtés. Maintenant, le problème dont, comme vous avez dit, l'Occident vient d'avoir vis-à-vis de la Chine, c'était ce manque de faire front. En fait, ils ne faisaient pas front ensemble. Donc, à la fois, je pense. Après, je parle pour moi, je ne parle pas en fonction, je ne parle pas au nom d'un Chamillon en ce moment. Ça demandera un vrai dialogue, une prise de position commune, parce que je pense que les États-Unis viennent de s'en rendre compte à la fin du mandat Trump, du Trump 1 en tout cas, que tout seul, ils n'y arriveront pas, parce que la Chine est trop grande pour être poussée toute seule. Alors après, quand je remets ma casquette à Chamillou, ce qui est surtout aussi très important pour les entreprises américaines que je représente, c'est de pouvoir gérer les problèmes surtout de transfert de technologie forcée, les problèmes au niveau des transactions financières en Chine, qui voient qu'ils ne sont pas aussi transparentes et qui n'ont pas un cadre aussi sûr et certain qu'ils peuvent trouver en Europe ou aux États-Unis. Donc il faudrait une vraie transparence, il faudrait faire front. Et ça la demande, comme Roberto vient de le mentionner, le fait que l'Union européenne et Washington, peu importe quel sera le locataire de la Maison-Blanche en novembre, il va falloir qu'ils aient un dialogue ensemble et qu'ils aient une position commune et qu'ils aient une feuille de route commune. Donc c'est cela pourquoi nous œuvrons. Je suis d'accord avec vous. Magnifique. Merci beaucoup à vous trois vraiment de cet intéressant débat, regard croisé d'experts. Vous l'aurez peut-être remarqué, outre la question à laquelle Roberto a répondu extrêmement subtilement, nous évitons la politique ce soir, ce n'est pas le lieu ni le but de ce débat. Hein. C'était vraiment sur l'économie États-Unis, Europe et Suisse, évidemment, un petit peu. Donc, on va continuer dans ce sens. Je vais passer l'antenne, si je puis dire, à Richard, qui lui va poser une question à chacun de vous trois venant du chat. Donc, il n'y aura rien de politique. Par contre, en octobre, on vous promet un débat saignant entre les deux représentants des deux candidats
en Suisse. Et là, ça sera un peu autre chose. On vous donnera la date en octobre. Ça risque de coïncider avec notre Assemblée générale. Merci à vous trois. On se retrouve après. Richard, à toi l'antenne. Merci beaucoup, Enza. Alors, vous avez senti que c'était un débat qui était quand même très tendu, comme, sur le fond, autant sur le fond que sur la forme. Richard Hill, qui a été très prolixe sur les questions, nous dit en fait, si on regarde bien, les grandes différences entre Europe et USA, en englobant cette fois-ci la Suisse dans l'Europe, mais sur le plan géographique, c'est la différence entre les solidarités et l'individualisme. Qui veut répondre à cette question? C'est plutôt pour Ed Schneider, je pense. Je pense que Ed serait la personne idoine. Oui, peut-être. Mais je l'ai perdu de mon écran. Ouais. Ah voilà, ça y est. Ouais, en fait, voilà, pour moi, j'ai écrit un article en fait la semaine passée. C'est vrai pour la vraie démocratie, l'importance de self-determination, c'est très important. Et pour ça, ça c'est la puissance de l'individuel, mais c'est pas égoïste. C'est une chose qui les individuels ensemble, qui marchent ensemble, ça crée, mais dans son chemin qu'il a choisi ensemble, ça c'est une, comment je peux dire, ça c'est un chemin qui marche très bien. Ça c'est la liberté, les choix, et si vous faites chaque personne optimiser son choix, le pays marche très bien. La différence entre ça et solidarité, c'est pas très grand. Le saumon, c'est une question d'emphasis. Sur la solidarité, c'est chacun supporte chacun. Et aux États-Unis, je crois, il y a le même support que ici en Europe. Peut-être en France, c'est vrai que les syndicats, c'est plus fort. Peut-être c'est plus dominant qu'aux États-Unis. Mais ça, c'est un détail. Je crois que la chose en commun entre les États-Unis et l'Europe, c'est plus numereuse que les différences. Voilà. Merci beaucoup, Ed, de ces clarifications. Thierry Martin nous pose une question intéressante également, qui a été, on a commencé à l'aborder un petit peu tout à l'heure, mais il semble important qu'on y revienne. Quelle part pour la Chine, justement, en sa qualité d'arbitre entre les USA et l'Europe? C'est quand même quelque chose d'assez central. Qui veut répondre? Je pense que c'est Chloé, là. Chloé. Je ne dirais pas que la Chine sera l'arbitre entre les deux. Parce que je ne pense pas que ni les États-Unis ni l'Union européenne laisseraient justement la Chine se poser dans une telle position au niveau multilatéral et même au niveau de leurs relations bilatérales. C'est tout simplement pour moi une question encore une fois, comme je l'avais dit pour répondre à Ed, c'est un manque de front commun entre les deux grandes puissances économiques qui font, encore une fois, plus d'un tiers du PIB mondial, de trouver un commun accord. Parce qu'encore une fois, la différence entre les États-Unis et l'Europe vis-à-vis de la Chine n'est pas tant sur le problème, mais plutôt sur comment aborder le problème. C'est exactement la même différence qu'on a vue au sein des États-Unis entre les démocrates et les républicains. Le problème n'était pas comment on percevait le problème, mais plutôt comment est-ce qu'on abordait la chose. Maintenant, il est vrai que les États-Unis se sont positionnés beaucoup plus tôt que l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. L'Union européenne a mis du temps à y arriver. Les entreprises aussi européennes ont mis du temps à accepter de parler ouvertement aussi vis-à-vis de la Chine en pensant avoir des représailles. Les premiers à avoir parlé, il me semble, c'était seulement en 2019, c'était BDI, la grande association commerciale d'entreprises allemandes qui a parlé en premier en Europe.
qui ensuite a un peu ouvert la voie aux autres, a libéré la parole des autres aussi. Mais il a fallu attendre que les Allemands fassent le premier pas avant que le reste suive. Et ensuite, quand on regarde, pareil, au niveau de la Commission européenne, c'est seulement en avril ou en mars, il me semble, 2019, là aussi qu'elle a commencé à réévaluer sa relation avec la Chine en faisant 4 différentes catégories, dont la catégorie qui était de rival systémique, la 4e. Mais l'Europe ne considère pas la Chine comme rival systémique sur toutes les différentes façons, les différents aspects de sa relation, sachant que l'Union européenne essaye en ce moment de négocier un traité d'investissement entre l'Union européenne et la Chine, qui pourrait, pour elle, être le levier pour pouvoir discuter des droits de l'homme en Chine. Donc, il y a une différence d'approche, alors que les États-Unis, eux, sous l'administration Trump, ont décidé d'utiliser la manière un peu plus forte et de mettre des sanctions et de mettre les tarifs, de mettre des tarifs douaniers sur notamment l'acier et l'aluminium, et d'essayer de diminuer, d'essayer d'affaiblir économiquement la Chine. Maintenant, ce qu'ils viennent se rendre compte quand on voit le reversement de situation de la position américaine avec Pompeo qui vient de tendre la main à l'Union européenne, c'est de se rendre compte, encore une fois, qu'ils ne pourront pas faire de grands changements, de grandes réformes en Chine tout seuls et qu'ils auront besoin de l'Union européenne. Donc, je pense que ça soit un Biden 1, soit un Trump 2. En tout cas, l'administration Trump vient de s'en rendre compte et j'espère que le dialogue pourra être établi entre l'Union européenne et les États-Unis afin qu'ils puissent faire front commun. Merci beaucoup. Nous a rejoint également Arnaud Grobet, un spécialiste des USA. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous. Une dernière question qui va un petit peu dans le sens de ce que vous venez d'annoncer. Thierry Martin nous dit une fois de plus, est-ce que l'ère de Trump, justement, n'a pas dépacifié ces relations commerciales Europe-USA? Et en fait, pour faire un petit peu d'histoire, à l'époque d'Obama et de Bush, comment est-ce que les choses eh bien justement, étaient organisées? Roberto, peut-être? Oui, avec plaisir. Merci pour la question. J'aimerais juste préciser un petit point, c'est qu'on a pendant très 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 longtemps aux États-Unis entendu la fameuse parole America First. J'ai un peu la sensation ici que maintenant à Bruxelles, on est en train de penser à Europe First, parce qu'il y a une forme d'éveil, si pas de réveil en fait, européen et à Bruxelles pour se rendre compte qu'il faut prendre son destin en main. Maintenant, quand on repart un peu plus loin en arrière, vous avez parlé de Bush fils, vous avez parlé d'Obama, les 8 années, et maintenant ces 4 années sous Donald Trump, le dialogue a toujours été difficile. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont eu, en tous les cas les présidents américains, ont toujours eu cette forte tendance à vouloir parler en bilatéral avec des pays beaucoup plus facilement qu'avec des organisations. On le voit d'ailleurs, on l'a vu dès le départ de la présidence Trump, notamment avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le dialogue était un peu plus facile sous Barack Obama parce qu'il y avait une compréhension de l'intérêt du multilatéralisme. Donc de comprendre l'intérêt des Nations Unies, de comprendre l'intérêt de l'OMC. Regardez à l'heure actuelle, sous l'actuelle présidence Trump, on a de gros soucis à l'Organisation mondiale du commerce qui est chez vous justement en Suisse, où les Américains sont en train de bloquer l'ensemble des institutions. Et donc bloquent un ensemble de cas qui devraient passer devant les juges là à la cour d'appel de l'Organisation mondiale du commerce. Donc en fait, le dialogue, il a été, disons, moins dur, moins frontal sous les administrations précédentes. Par contre, sous celle-ci, la rhétorique, la syntaxe utilisée a complètement cabré et rigidifié la position européenne. Et puis, il y a eu un sursaut qui est arrivé avec cette nouvelle commission qui a mis un plan stratégique sur pied. La Covid-19 a été révélatrice pour beaucoup de monde, mais aussi pour l'Union européenne, qui a compris qu'elle doit prendre d'une certaine manière, et avec l'accord des grandes puissances, je pense à l'Allemagne, pense à la France, elle a compris qu'elle doit prendre son futur en main. Et donc,
plus qu'America First, je pense à Europe First maintenant, et elle va devoir imposer une forme de dialogue. Elle va devoir faire comprendre que le dialogue passera aussi par du win-win. Chacun devra en sortir gagnant. Et si ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, peut-être que l'Union européenne regardera d'autres formes de partenariats. Regardez au nombre de partenariats qu'elle signe à travers le monde. Je pense à celui avec le Vietnam qui a été voté très récemment et d'autres qui vont continuer à être signés et votés. Merci beaucoup. Je signale également la présence de Lionel Loris qui est parmi nous. Merci Lionel d'être parmi nous. Magali Orsini, pardon. Une question intéressante sur les flat tax. Je vois que pour vous, elles sont totalement inéquitables. Pour combattre le creusement des inégalités, il faut absolument passer à des taux d'impôt progressifs. Alors, si je peux me permettre, Richard, comme nous sommes à bout touchant, englobons cette remarque et question pour que chacun puisse faire sa conclusion également, puisque nous sommes à 3 minutes de 19h et sinon on n'aura pas l'égalité. Ça veut dire 1 minute chacun pour répondre à cette question que je rappelle. Les flat tax sont totalement inéquitables. Pour combattre le creusement des inégalités, il faut absolument passer à des impôts progressifs. Vous avez 1 minute chacun pour y répondre. Est-ce que j'ai la parole pour finir? Non, Magali, non. Il vient de parler à ta place. Tu sais, c'est notre système démocratique à nous. Peut-être dans l'ordre avec lequel nous avons commencé, Roberto, Chloé et Ed. Alors, je ne ferai pas de jugement de valeur sur l'opportunité de tel type ou autre de taxes dans ce cadre-là. Par contre, l'ensemble des acteurs, et on le voit du côté européen, c'est vraiment problématique, l'ensemble des acteurs qui sont dans la technologie et le digital, on pense notamment à beaucoup d'entreprises qui sont sur la côte ouest américaine et proches de la région de Palo Alto, sans les citer, qui payent très peu d'impôts et ça grinçait déjà beaucoup des dents à Bruxelles. Il y a une nécessité de pouvoir rééquilibrer la situation. Ça passera par une forme de taxation, mais qui devra aussi être acceptée de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est là que ça pose problème. Chloé? Oui, alors représentant ces compagnies, c'est vrai que nous n'avons pas encore de position commune, donc ça va être difficile pour moi de pouvoir parler au nom d'Amchamiyu à ce sujet-là. Mais en tout cas, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une décision de gouvernement qui devra se prendre entre gouvernements. Et encore une fois, nous voulons insister sur le fait que la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne sera toujours mutuellement bénéfique et nous insistons grandement sur le fait que ce genre de discussions, notamment qui ont commencé dans le cadre de l'OMC, devraient se terminer entre tous les pays au sein de l'OMC. L'OSCE, pas l'OMC. Merci beaucoup, Chloé. Ed, le mot de la fin? En fait, Chloé et Roberto, ils ont bien répondu à la question. Je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais je voudrais donner un petit message pour finir le débat. Et mon message, c'est un petit contrepoint que mon attitude positive. La démocratie, ça marchera si chacun écoute les uns les autres. Et surtout avec le social media, la transparence est totale. Et avec ça, si chacun avec son point de vue, c'est très extrême, il écoute à les autres, c'est difficile pour la démocratie à marcher. Si c'est le président, si c'est le gauche, les droits, maintenant, le niveau de bipartisan politique, c'est le plus haut que j'ai jamais vu. Et j'espère que dans les années qui arrivent, que le niveau d'écouter, de listening, va améliorer. C'est tout. Merci. Richard, si tu es d'accord, on demande à chacun d'ouvrir son micro pour un bel applaudissement pour nos 3 intervenants. Bravo à tous. Merci beaucoup. Donc, merci à notre intervenant. Avant de redonner la parole à Enza pour le mot de la fin. Écoutez, merci de votre participation. C'était pas évident, comme disait Enza, il fait beau. Nous sommes presque en vacances pour certains ou certaines.
On se retrouvera sans doute à la rentrée avec des débats encore plus passionnants. Hein. Ça va être difficile de trouver des débats encore plus passionnants, Enza, parce que quand même, là, cette année, on a fait fort. Quoi qu'il en soit, je pense que ces mois de juillet, août et septembre nous permettront bien de puiser dans l'actualité pour pouvoir vous retrouver à la rentrée en pleine forme. Alors, quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui partent. Pour ceux qui continuent leur activité, eh bien, bonne activité, relancez l'activité. Pensez à aller vous promener en Suisse, il y en a besoin. En tous les cas, Enza, à très vite, à presto, n'est-ce pas? Et puis, je te laisse le mot de la fin. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Merci Richard. On compte sur toi puisque dès qu'on est en présentiel, on goûtera tous les vins que tu auras découverts. On vous invitera pour ça. Ce sera le moment de faire la fête. On en a aussi besoin. Jusque-là, prenez soin de vous. Passez un bel été dans la prudence qui nous est nécessaire. Mais n'oubliez pas de vivre, surtout. Voilà, pour le cercle des dirigeants, nous avons encore en tout cas 2 événements, 2 mercredis face à face. Eh bien, ce mercredi, nous recevons le directeur de la Chambre, je ne sais pas dans quel sens ça va, France-Suisse, Romain Durier, qui nous dira si les investisseurs français sont toujours attirés par la Suisse. Débat aussi qui s'annonce vif. En tout cas, à toutes et à tous, un grand merci d'avoir passé ce temps, cette heure avec nous pour ce regard croisé d'experts. Vous étiez formidables, madame, messieurs. Nous, on reste, on se quitte évidemment sans l'apéritif qu'on aimerait tellement vous offrir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci à Julien et à Jacques-François. Bien sûr, mais c'est évident. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Roberto, Ed, Chloé, vous restez. À demain, Laetitia. Au revoir, Fabien. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Salut, Fabien. Au revoir et bravo à tous. Merci. Merci, Fabien. Bel été. Bel été. Ah, mercredi. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Voilà. Enfin seul. Bonjour là, regarde. Tu vois derrière moi? Qui était derrière toi? Il y a un spectre. Coucou, chérie. Bon, ok. Merci beaucoup, Chloé, Roberto, Ed. Vous avez été magnifiques. Ça sera donc c'est enregistré. Je crois même qu'on peut arrêter l'enregistrement maintenant. Peut-être Jacques